Ben, quand vous voyez par exemple aujourd'hui le phénomène Boko Haram, qui combat Boko Haram aujourd'hui, c'est d'abord Idriss Déby, donc le chef de l'État du Tchad, et c'est le Nigeria, bien entendu. Un peu moins le Cameroun, mais dont le Cameroun rentre en puissance quand même pour le moment. Donc, mais s'il faut voir vraiment le chose, c'est Idriss Déby. Mais aujourd'hui, le soutien que l'Occident apporte à Idriss Déby, c'est plus lié à des enjeux sécuritaires. Donc aujourd'hui, quelqu'un comme Idriss Déby sera soutenu, non pas simplement aussi parce qu'il est démocrate, encore faut-il qu'il soit démocrate, mais d'abord parce que les choses, c'est les gendarmes à leur juste valeur. Vous savez, j'attends, et surtout des gens qui ont été, par exemple, proches, très proches conseillers de l'ancien président Mobutu, et qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Et un jour après, ils se sont tous exilés, ils ont été dans les exils, et ce sont les mêmes personnes-là qui sont aujourd'hui à côté les décideurs qui sont au pouvoir. Même ceux qui sont dans l'opposition ne lisent pas, ne font pas une lecture assez détaillée de ce que je suis en train de dire ici. Donc si on ne comprend pas les enjeux, on risque de se retrouver dans une situation pire que ce qu'on a vécu en 1997. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, vous êtes de plus en plus très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, une fois de plus, M. Jean-Baptiste Okoto. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Nous allons encore développer. Bonjour, M. Jean-Baptiste. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Votre réaction par rapport à votre livre, Je suis Charlie au Congo, l'émission qui est très appréciée, très suivie. Il y a des réactions partout à travers le monde. C'est un motif de satisfaction et ça me renforce de plus en plus dans ma conviction que ce que nous sommes en train de faire, pratiquement dans le sens de l'éducation des masses, nous sommes dans le bon. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous renforce et qui nous encourage à persévérer dans ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Et la conférence pour le livre, c'est pour quand? La présentation officielle, parce que les livres se vendent déjà, hein, donc c'est déjà pratiquement dans toutes les librairies, mais la cérémonie de vernissage, qu'on appelle assez coutumièrement, ça va se passer le 29 décembre au centre culturel belgo-marocain, qui se trouve aux rues des Herbes, pas très loin de la Grande Place. Donc, une histoire de violence, vous expliquez la politique du Congo ou la politique du monde sous forme des romans, mais on a avec vous ici les enjeux géopolitiques actuels. Histoire de violence, ça bouge partout. Syrie, Afrique, presque partout, il y a des guerres, des troubles. Il n'y a plus de guerre froide. Quels sont les enjeux géopolitiques actuels et pourquoi la violence est toujours au centre? Vous savez, il y a, je crois, il y a plus d'une année, et j'ai eu à faire une analyse. Donc je crois que cette analyse a été pratiquement mise à la disposition de tout le monde. Et lors de cette analyse, j'avais parlé de cela. J'avais parlé de tout cela. Et pour ceux et celles qui ont lu cette analyse, ils sont quelque peu surpris. Il y a des gens qui m'appellent même de loin pour dire que je suis prophète. Donc je ne prophétisais pas. Mais c'est sur base des éléments concrets, des éléments objectifs, sur base de cela que j'ai pu arriver à cette conclusion que dans moins d'une année, on va assister à des phénomènes de turbulence à travers le monde
Et ce sera encore à des proportions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dangereuses en Afrique, malheureusement, compte tenu de certaines circonstances que je vais vous élaguer ici. Après la guerre, après la colonisation, après la période de décolonisation de l'Afrique, il y a eu la guerre froide. Là, on a compris les enjeux. Si on parle de l'Afrique, l'Afrique était... il y avait des guerres par-ci par-là. Mais aujourd'hui, après la boule, après Mitterrand, après l'échec des démocratisations des pays africains, aujourd'hui encore, on voit la violence qui ressurgit. Quels sont les enjeux? Les enjeux, vous l'avez si bien résumé, pratiquement au niveau de 20e siècle, c'était pratiquement c'était la donne au niveau de la guerre froide. Donc c'était la guerre froide. Bon, la guerre froide, c'est déjà du passé. Et aujourd'hui, au troisième millénaire, les enjeux, c'est essentiellement le terrorisme. Donc le terrorisme, et je le dis, c'est essentiellement à la suite de la mauvaise gestion, et je le répète, la mauvaise gestion du dossier libyen, du dossier irakien et du dossier syrien, qui est à la base de drames que nous sommes en train de vivre pour le moment et qui malheureusement risque et est pratiquement même en train de se déverser sur l'Afrique. Pardon de l'Afrique parce que c'est vraiment l'Afrique qui nous intéresse. Vous allez remarquer que pratiquement pour le moment, il y a trois têtes. Il y a trois têtes du terrorisme pour le moment. Il y a la Libye. Et la Libye, c'est encore beaucoup plus dangereux parce que la Libye n'existe plus comme État, malheureusement. Et il y a un déversement terrible de tous les groupuscules qui étaient en Syrie, qui étaient en Irak, avec les bombardements et tout cela. On est en train de remarquer, d'observer que ces groupuscules-là sont en train d'évoluer vers la Libye. Or, si vous regardez très bien la carte, la Libye, c'est pas très loin du Tchad. Le Tchad, c'est déjà l'Afrique centrale. Et la RDC n'est pas très loin. Il y a une deuxième tête, c'est pratiquement du côté de l'Est. De l'Est, c'est surtout avec les Somaliens, donc avec ceux que nous sommes les djihadistes, qui sont les terroristes somaliens. Et là, c'est au niveau de l'Europe, en fait de l'Afrique de l'Est. Et il y a une troisième tête, c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique de l'Ouest avec le phénomène Boko Haram. Et vous allez voir pratiquement que le phénomène qui a commencé au Nigeria, ça évolue pratiquement au Cameroun. Et quand vous voyez la carte, encore une fois de plus, le Cameroun, c'est pas très loin de la RDC. Donc c'est tous ces phénomènes-là que je suis en train de décrire pratiquement à travers l'histoire des violences. Et ce qui fait que si nous ne faisons pas très attention, en tout cas, ça risque vraiment, nous risquons de traverser des zones de turbulence assez périlleuses au cours de cette année qui va commencer. Mais pourquoi toujours des zones ciblées? Vous citez ou l'Irak, ou l'Afrique, la Libye, la partie où il y a Boko Haram, c'est toujours là où il y a du pétrole. Là où il y a... Vous parlez de l'Est du Congo, là où il y a du coltan, il y a... Pourquoi toujours... Ce sont des régions très ciblées. Et qui sont ces terroristes-là? Qui sont ces terroristes qui contrôlent le monde aujourd'hui? Mais je ne voudrais vraiment pas aller vraiment dans la profondeur des choses. Il faut parler de l'historique du phénomène de sunnites, par exemple, qui sont en train de... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, par exemple, en Irak, on voit les sunnites. Bon, les sunnites, pour ceux qui ne le savent pas, c'était pratiquement le courant
musulmans où faisait partie l'ancien président Saddam Hussein. Donc, et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment suite à une mauvaise gestion de ces dossiers-là. Parce que quand les Américains sont venus en fait renverser Saddam Hussein et ils ont soutenu en fait le courant qui est pour le moment, c'est le courant chiite. Donc ils ont favorisé pratiquement l'écartement du courant sunnite et qui est majoritaire, non pas seulement en Irak, mais également dans certains autres pays. Et ben voilà, tous ces gens-là, l'armée était essentiellement sunnite. Donc ces gens-là, aujourd'hui, qu'on appelle des terroristes, c'est des gens très bien armés. Très bien armés, et ils savent le terrain, ils connaissent très bien le terrain, et ils savent comment trouver de l'argent pour faire leur guerre, parce qu'en fait, ils savent pertinemment bien que non, même avec la situation qu'ils ont, en fait, l'état de la situation qu'ils ont mis en place, ils font une guerre en cherchant par tous les moyens à contrôler les territoires. Donc ils contrôlent les territoires, et la plupart des territoires qu'ils sont en train de contrôler, ce sont des territoires où il y a des richesses, où il y a du pétrole. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ces groupuscules, c'est parce qu'ils ont des moyens. Ils ont des moyens de leur politique, c'est avec le trafic pétrolier qu'ils sont en train de faire. Et vous allez remarquer pratiquement que Boko Haram, le phénomène, c'est pratiquement un peu la même chose. Vous allez voir que ces groupuscules évoluent souvent beaucoup plus dans les régions, effectivement, dans les régions où il y a beaucoup de richesses. Et ils vivent de cela à travers le trafic pétrolier qu'on est en train de remarquer par-ci par-là, et c'est grâce à cela que ces groupuscules s'autofinancent. Vous évoluez, vous allez pratiquement au niveau du Cameroun, c'est pratiquement la même chose. Donc c'est essentiellement au niveau des régions riches en ressources naturelles. Vous évoluez, parce que pour le moment, peut-être ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, le groupuscule le plus actif en République démocratique du Congo, c'est les ADF Nalu. Et donc c'est le groupuscule qui vient de l'Ouganda. Et ce groupuscule-là, aujourd'hui, on voit de plus en plus des éléments djihadistes qui sont en train d'entrer dans cela. Ben, on a parlé des rebelles musulmans, mais ces rebelles musulmans, c'est une façon assez propre de cacher les choses. Mais en fait, ce sont des tendances djihadistes. Et ils sont en train de soutenir les ADF Nalu. Et curieusement, ils évoluent où? Ils évoluent toujours dans des religions où il y a de la richesse. Donc, ils savent qu'en allant vers ces régions-là, ils auront des moyens pour s'équiper en armement et consolider en fait la guerre qu'ils sont en train de mener. Voilà un peu la situation pour le moment. On va y arriver. Donc, diront que vous parlez de l'histoire écrite par les puissants de ce monde, comme a dit Lumumba. Un jour, nous allons nous-mêmes écrire notre histoire. Et si le vrai terroriste était George Bush, qui est venu déstabiliser l'Irak pour prendre du pétrole, si le vrai terroriste était Sarkozy, qui est venu déstabiliser Kadhafi pour s'emparer du pétrole, qui sont ces vrais terroristes-là que vous nommez les djihadistes, vous nommez... c'est pas... les djihadistes, c'est pas des petits... Derrière eux, il n'y a pas de grands. Donc la géopolitique actuelle, c'est plus les deux grandes puissances mondiales. Pour vous, c'est des groupuscules qui contrôlent maintenant les régions riches du monde. Je vous laisserai la responsabilité de qualifier des terroristes que vous voulez. Mais je remarque tout simplement que souvent ce sont les médias
Hein, parce qu'en fait, vous savez, ceux qui détiennent le média, c'est ceux qui, qui donnent, qui sont en train de faire déverser ces genres de messages pratiquement là de ça. Donc c'est souvent à travers ces médias-là qu'on qualifie que c'est tel groupuscule de terroristes, tel groupuscule de rebelles modérés. Je ne sais pas si on a déjà vu des rebelles qui sont modérés. Il y a tel média qui qualifie d'autres groupuscules des rebelles musulmans. En fait, c'est un peu par rapport à tout cela. Mais je ne... Non. Quelles sont les puissances qui se cachent derrière ces groupuscules-là? C'est ça ma question, on vous suit. Quelles sont les puissances actuelles? On parle on dit géopolitique. Quelles sont les forces actuellement? Ben, les forces actuelles sur le terrain, donc quand par exemple vous parlez de l'Irak, l'Irak c'est essentiellement les sunnites, les sunnites. Donc quand vous voyez les sunnites, il n'y a pas que des sunnites à l'Irak, dans l'Irak. Donc toute la région, par exemple les Qatar, tout cela, c'est des sunnites qui sont là. Donc on soupçonne. Ça, je ne peux pas le dire comme ça, parce que je ne peux pas dire des choses sur base des éléments que je n'ai pas. Donc, ils sont soutenus par leurs frères sunnites qui sont d'autres États. Et quand vous connaissez pratiquement ces États, ce sont des États pétroliers. Donc, ce sont des États très forts qui soutiennent ces groupuscules. Au-delà de ça, je crois que on a eu à le dire, par exemple, qu'aujourd'hui, au niveau, par exemple, de l'Irak, au niveau de la Turquie, par exemple, on dit que tous les trafics qui se fait au niveau du pétrole donc, à l'Irak passent par la Turquie. Donc, c'est acheminé au niveau de la Turquie et c'est la Turquie qui s'occupe du trafic. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment tout un, comment je peux dire, un business militaro, économico-religieux, hein, donc, qui s'est formé donc, autour de ces tendances-là. D'un côté, il y a les tendances sunnites, hein, il y a des tendances sunnites, et de l'autre, il y a des tendances chiites. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et si peut-être vous ne le savez pas, et peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, et au niveau de ces courants-là, et les sunnites, il y a des tendances des sunnites qu'on appelle des wahhabimistes. Les wahhabimistes, c'est pratiquement ceux qui sont majoritaires au niveau de l'Arabie Saoudite. Et dans nos pays, comme la RDC par exemple, tout ce que vous voyez là, les Libanais qui détiennent une part importante des richesses au niveau de la RDC, ce sont des wahhabimistes. Donc, ça se lie. Hein, ça se lie d'une manière ou d'une autre. Je crois que vous avez même appris qu'il n'y a pas 3 ans qu'il y a un groupe assez fort économique qui est au Congo, des Libanais, qui avait été mis sous la liste noire, hein, dans ceux qui financent le terrorisme. Donc voilà, ce sont des éléments comme ça qu'il faudrait savoir, et c'est des éléments qui demain peut constituer un des éléments d'étincelle, hein, compte tenu surtout de la configuration de notre pays aujourd'hui, qui est un pays fragile, ça il faut le reconnaître, qui sort des guerres, tout ça, et bon, il n'y a pas encore un État assez fort. Et si on ne fait pas attention, et surtout avec des situations où il n'y a pas une certaine harmonie en fait, au niveau social, et s'il y a des erreurs, par exemple au niveau de la gestion des enjeux comme les enjeux liés aux élections, ça peut être très dangereux, parce que ces gens-là profitent souvent des situations, des États ou des États faibles. Hein, comme on le voit aujourd'hui en Libye, et on le voit en Somalie. Donc c'est dans des États où ils peuvent prospérer économiquement, ils peuvent prospérer militairement, parce que pour s'imposer, il faut faire la guerre. Donc c'est un peu cela qui constitue un danger aujourd'hui dans nos États par rapport à ce phénomène. On va y arriver pour la République démocratique
du Congo. Déjà, il y a 2 ans, vous prédisez, vous écrivez que la France sera tentée, pour parler de l'Afrique centrale, la France sera tentée ou d'appliquer la logique sécuritaire, laisser les dictateurs au pouvoir. Actuellement, avec tout ce qui se passe en France, en Belgique, en Europe, où on voit même maintenant, chez nous ici, on voit des militaires presque partout, pour protéger les gares, les bâtiments, presque partout, bien armés. Vous croyez que cette logique-là, ça va se répercuter sur l'Afrique centrale et stratégiquement, on pourra... la démocratie, c'est du passé. Ben, vous savez, on parle, hein, donc nous sommes en train de faire des analyses, donc on ne spécule pas, et je crois que tout ce que nous sommes en train de dire est dans une certaine cohérence. Ben, quand vous voyez par exemple aujourd'hui le phénomène Boko Haram, qui combat Boko Haram aujourd'hui, c'est d'abord Idriss Déby, donc le chef de l'État du Tchad, et c'est le Nigeria, bien entendu, et un peu moins le Cameroun, mais dont le Cameroun rentre en puissance quand même pour le moment. Donc, mais s'il faut voir vraiment les choses, c'est Idriss Déby. Mais aujourd'hui, le soutien que l'Occident apporte à Idriss Déby, c'est plus lié à des enjeux sécuritaires. Donc aujourd'hui, quelqu'un comme Idriss Déby sera soutenu, non pas simplement aussi parce qu'il est démocrate, encore faut-il qu'il soit démocrate, mais d'abord parce que Idriss Déby, c'est le gendarme de la région. Donc c'est un verrou stratégique au niveau de la région. Ça, c'est un phénomène. Quand vous parlez, vous voyez par exemple la situation d'instabilité en RCA, en République centrafricaine. Mais la République centrafricaine, encore qui est en train de combattre en fait les Séléka et les autres, chercher à stabiliser la situation, c'est d'abord c'était le Tchad, donc toujours Idriss Déby, et Sassou Nguesso. Donc, et quand vous voyez aujourd'hui la lisibilité des réactions au niveau de la France, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, je crois que c'était un peu molle hein, comme déclaration, comme position. Donc tout simplement parce qu'en fait c'est beaucoup plus la donne sécuritaire qui entre en ligne de compte. Et ça, il faut qu'on le sache. Donc ce sont des éléments comme ça. Quand vous voyez par exemple de l'autre côté de la Somalie, ben, le verrou c'est quoi? Le verrou c'est qui? Le verrou c'est l'Ouganda, donc le président Museveni, et le Kenya. Un peu à faible proportion, mais c'est toujours d'abord le Museveni. Donc voilà, c'est le soutien que ces États puissants accordent ou donnent à ces chefs d'État, c'est beaucoup plus lié à des contingences d'ordre sécuritaire que beaucoup plus à des contingences d'ordre politique ou d'ordre démocratique. Parlons de la République démocratique du Congo. Et au Congo, en 2016, il y a des enjeux politiques très, très importants pour vous. Kabila pourra remplir, même s'il est fait mandat, pourra remplir pour des raisons sécuritaires. L'Occident va-t-il laisser Kabila continuer? Ben, j'analyse, hein, donc je crois que moi je suis beaucoup plus un analyste, hein, donc avec une spécialisation dans la prospective qu'un blablablateur comme on dit. Mais il faut voir les choses à leur juste valeur. Vous savez, j'attends et surtout des gens qui ont été par exemple proches des très proche conseiller de l'ancien président Mobutu, et qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Et un jour après,
ils se sont tous exilés, ils ont été dans tous les exils, et ce sont les mêmes personnes-là qui sont aujourd'hui à côté du président Kabila. Mais je vais vous rappeler un peu, à l'époque, ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'était quoi? Ce qui s'est passé, c'était... commençons d'abord... Ce n'est pas 97 tout simplement. 97, c'était l'aboutissement. Mais le départ, c'était pratiquement vers les années 89, donc avec le phénomène, la perestroïka, tout cela. Ben, vous allez voir que tous ces États qui ont compris, dès l'entrée, que la guerre froide n'existait plus, et que si ils étaient là, c'est tout simplement à cause des considérations d'ordre sécuritaire, à l'époque, la donne qui était la donne liée à la guerre froide, et Mobutu, c'était pratiquement un de verrous stratégiques de l'époque. Mais dès l'instant où cette guerre froide n'existait plus, donc la donne a changé. Et il fallait comprendre cela. Si à l'époque, ces gens-là qui se disent être des analystes au niveau des services spécialisés, ils auraient dû comprendre que non, mais voilà, il fallait anticiper. Il fallait anticiper, lire les signes des temps et évoluer, même anticiper, et aller organiser, libéraliser le décor politique, organiser des élections, tout cela. Mais malheureusement, ça n'a pas été cela. Vous allez remarquer que à l'époque, la gouvernance Mobutu à la fin, c'était plutôt une gouvernance à reculons. C'est-à-dire que c'était chaque décision, chaque initiative qui se prenait, c'était des initiatives venues d'ailleurs, et il fallait gérer cela à la défensive. Et ben, le résultat, c'est qu'on est arrivé au résultat où on est arrivé. Donc c'était, comme je l'ai dit la fois passée, la défaite de notre pays, en fait de Mobutu à l'époque, c'était une défaite de l'intelligence. C'était une défaite de l'intelligence parce que ces gens-là qui étaient à côté n'ont pas essayé, n'ont pas compris, n'ont pas lu les signes des temps. Voilà aujourd'hui là. Et c'est ça qui est intéressant, ce le parallélisme là que je fais dans le livre, que j'encourage d'ailleurs à beaucoup de gens d'acheter, de lire le livre, parce que je ne vais pas tout dire, ce serait très difficile de dire tout ça ici. Ben, aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là, ces soi-disant conseillers spéciaux, disent que non, mais voilà, le Congo n'est pas, la RDC n'est pas le Burkina, la RDC n'est pas le Burundi, la RDC n'est pas... ben voilà. Ben, ce qu'ils oublient, c'est que quand vous voyez par exemple le Niger aujourd'hui, prenons un exemple très simple. Le Niger, le coup d'État de Niger, c'était quoi? C'est parce que le président qui était là à l'époque, Tanja, le président Tanja, a cherché à tripatouiller la Constitution. Il a cherché à faire des arrangements avec la Constitution, c'est-à-dire à modifier la Constitution. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ces coups d'État de Djibo, M. Djibo, et qui a pris le pouvoir et qui a renversé l'ordre constitutionnel, ce qui est regrettable. Mais après, il y a eu une transition et ça a évolué à ce que nous connaissons aujourd'hui. La République centrafricaine. La République centrafricaine, en fait, la situation que nous vivons au niveau de la République centrafricaine, c'est né de la volonté du président Bozizé. Le président Bozizé a voulu modifier la Constitution. Et ben, c'est à partir de là, qu'il y a eu ces coups d'État de Séléka. Et parlons du Burundi, c'est toujours un peu cela. Donc, la situation, elle est claire, la situation, elle est normale. Mais quand vous voulez poser un acte qui soit en mesure d'énerver la société, qui soit en mesure d'énerver la population, c'est là où ça pose problème. Et au niveau de la RDC, aujourd'hui, c'est le cas. Ben, je vous dis aujourd'hui, mais si par exemple le chef d'État actuel faisait comme le président du Bénin, il dit non mais voilà, moi je serai, moi en fait je sais à la fin de mon deuxième mandat, je vais respecter la Constitution. Mais on n'aura même pas besoin de fameux dialogue, je ne sais pas quoi. Dans la logique où c'est les Occidentaux, comme vous le dites si bien, la logique sécuritaire, on lui dit ne bouge pas, on va vous soutenir, vous restez pour des raisons sécuritaires. Ben, je vais vous dire encore, je vais peut-être... je voulais continuer un peu dans ma dynamique pour vous dire que le Congo d'aujourd'hui,
ça n'a rien à voir avec le Zaïre de Mobutu. À l'époque, le Zaïre, c'était un enjeu, un verrou stratégique. Aujourd'hui, le rôle en fait, à l'époque, le rôle que jouait le Zaïre, c'était le rôle que jouent aujourd'hui l'Ouganda et le Rwanda, et à juste proportion les autres. Donc aujourd'hui, le Zaïre, la RDC n'a plus ces rôles-là. Ce n'est plus une puissance régionale. Il faut le savoir. Donc aujourd'hui, la RDC, c'est plutôt un maillon faible. C'est les maillons faibles aujourd'hui de la région. Les décideurs qui sont au pouvoir, même ceux qui sont dans l'opposition, ne lisent pas, ne font pas une lecture assez détaillée de ce que je suis en train de dire ici. Donc si on ne comprend pas les enjeux, on risque de se retrouver dans une situation pire que ce qu'on a vécu en 1997. Nous sommes presque à la fin. Pour vous, 2016, Burkina Faso, c'est possible au Congo, mais courosisation, ce n'est pas possible, bien qu'il y ait le dialogue politique, où de plus en plus des voix s'élèvent pour parler de la courosisation au Congo. Pour vous, c'est impossible? Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible parce que il y a des gens qui peuvent être tentés. Quand on voit de faits et gestes, donc on ne peut pas prêter aux gens des intentions, mais quand on voit des faits et gestes au niveau de nos décideurs politiques, je crains qu'on puisse arriver à des flux de violence. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, la réaction de pays de grande puissance par rapport au Burundi, leur réaction, c'était une réaction plus ou moins molle. Parce qu'aujourd'hui, le Burundi, ce n'est pas un enjeu. Tu ne peux pas comparer le Burundi à un pays comme la République démocratique du Congo. Je vous dis qu'au niveau de la République démocratique du Congo, les enjeux sont différents. Et il y aura une forte pression. Donc il y aura une forte pression, il y aura une implication beaucoup plus appuyée de puissance de ce monde que ce genre de pression ou plus ou moins des prises de position que nous avons vues pour le cas du Burundi, tout simplement parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est parce que, effectivement, le Congo, la République démocratique du Congo n'est pas le Burundi. Voilà. Le Congo, si peut-être vous ne savez pas ce que nous, on représente aujourd'hui. Mais je vous ai parlé de ces enjeux-là. Mais, vous savez, que ça soit, je vous ai parlé de poches de terrorisme. C'est à l'est, au nord, au sud. Mais donc, le Congo, un pays qui a 9 frontières. Et qui pratiquement partage tous ces poches-là. Ces poches-là que je vous ai dit de terrorisme à travers... donc, si aujourd'hui, là, un État comme la RDC implose, je vous dis, mais c'est toute l'Afrique qui implose. C'est toute l'Afrique qui implose. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un penseur très connu qui avait parlé de le Congo qui a la forme d'un revolver. Voilà, justement. Il n'était pas idiot. C'est effectivement, le Congo a la forme d'un revolver. Donc aujourd'hui, là, si le Congo implose, l'Afrique tout entière va imploser. Et personne aujourd'hui de ces États ne va laisser cela. Et croyez-vous à la classe politique congolaise? On termine ici. Ben voilà. Alors c'est là justement où je suis en train comment je peux dire, d'appeler à la responsabilité. Parce que quand je vois comment c'est géré, comme les choses se gèrent, que ce soit au niveau du pouvoir que de l'opposition, je ne suis pas très satisfait. Je ne suis pas très satisfait parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine dose d'irresponsabilité dans la gestion de ces enjeux
que nous allons traverser. Donc, je les appelle à un peu beaucoup plus de responsabilité. Et je me dis aujourd'hui, parce que nous, jusque-là, on était resté tout simplement au niveau de la prospective, au niveau des analyses. Ce que nous allons faire à partir de jours qui arrivent, c'est vraiment aller dans les actions. Aller dans les actions pour leur faire comprendre que non, mais voilà, c'est une responsabilité énorme quand vous êtes au niveau du pays. Et quand vous êtes au niveau du pays, mais peut-être vous ne le savez pas, la souveraineté qu'incarnent ces gens, cette souveraineté, c'est une souveraineté populaire. C'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et c'est le peuple qui délègue ces pouvoirs-là à un chef de l'État. Donc c'est le peuple qui élit le chef de l'État. C'est le peuple qui élit le député. C'est pourquoi on les appelle des élus du peuple. L'honorable, les honorables. L'honorable, c'est le peuple. C'est le peuple, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, en fait, si, d'abord, au niveau de ces décideurs, s'ils ne comprennent pas ça, ben voilà, c'est déjà une indice d'irresponsabilité très appuyé. Donc, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit également au niveau du peuple, que ce soit au niveau du peuple, il faut que le peuple comprenne que, j'aime bien un journaliste là, congolais qui parle de Mwana Kolo Lopango ou quelque chose comme ça, là, Eliezer, hein, monsieur Eliezer. C'est le Mwana Kolo Lopango. Donc c'est lui, au fait, c'est le peuple qui est l'incarnation de la souveraineté d'un État. Et il faut que ce peuple comprenne que, non mais voilà, que c'est quand il voit que quelqu'un est en train ou un groupuscule de gens est en train de chercher à éroder, c'est-à-dire à prendre son pouvoir, ben, il faut qu'il se prenne en charge. Ça, c'est l'élément important, donc, au niveau de cela. Et vous allez voir, par exemple, que non, mais voilà, ça fait un bon bout de temps. Ce que j'ai vu là, par exemple, avec la nomination, en fait, la nomination, par exemple, des commissaires spéciaux, je ne sais pas. Mais déjà, le simple fait qu'il y ait eu des élections à un niveau indirect, donc où on désigne le corps électoral qui est le député provinciaux qui élisent les gouverneurs, ben, c'était déjà à redire. Mais en fait, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait bien comprendre. Mais laisser un ministre désigner les gouverneurs, ben, c'est déjà une partie du pouvoir du peuple qui est partie. Donc, ça, ce sont des choses que le peuple ne comprenne pas. Donc, il faut que le peuple comprenne ça, qu'en fait, c'est lui, le peuple, le pouvoir, c'est lui. Et quand il sent qu'on est en train de chercher à lui retirer son pouvoir, qu'il se prenne en charge. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste. Rendez-vous le 29 décembre. Merci.